vous nous recevez, à vous l'antenne. Chantal Nikema, bonjour. Radio Burkina vous propose Antenne Directe. Antenne Directe sur les grandes questions de l'heure. Antenne Directe, le rendez-vous mensuel de la rédaction. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre depuis la salle de conférence de la direction régionale de l'agriculture ici à Waïguia, la cité de Nabakango, où votre émission reçoit aujourd'hui pour vous le patron du département de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles. Depuis le 28 janvier 2019, il est à la tête de ces ministères. Voilà plus d'un an et demi qu'il déroule sa politique au profit du monde agricole au Burkina Faso, où le secteur emploie plus de 80% de la population active avec 35% comme contribution au profit intérieur brut du pays. L'enjeu de la campagne agricole 2020-2021, la modernisation du secteur agricole, la distribution des intrants, les défis de l'écoulement des produits agricoles, les acquis et défis du volet agricole dans le pays NDS. Voilà donc Zwanga. Autant de sujets que nous aborderons avec le ministre en charge de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles durant 2 heures d'entretien qui donne à vous, auditeurs, l'occasion de poser vos questions au patron du département de l'agriculture. Les liens pour nous joindre sont le 25 33 33 37, 25 30 49 93 ou le 24 55 00 38. Vous pouvez aussi réagir sur notre page Facebook Rédaction Radio Burkina. C'est Charles Saint-Pouré qui va se charger donc de collecter vos questions et préoccupations. Antenne Directe, le rendez-vous mensuel de la rédaction. Une fois de plus, bonjour à tous, chers auditeurs. Toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette émission dû à des raisons techniques indépendantes de notre volonté. Le décor est planté. Monsieur le ministre Salifou Drago, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission spéciale consacrée à votre département. Alors, vous êtes à la tête de ce département depuis le 28 janvier 2019. Justement, comment vous vous sentez justement à la tête de ce département, monsieur le ministre? Je voudrais tout d'abord remercier la RTD, remercier tous mes collaborateurs, tous les agents qui sont sur le terrain, qui travaillent jour et nuit auprès de la population. Je voudrais également remercier le monde paysan, les producteurs avec lesquels nous travaillons tous les jours parce que c'est eux qui nourrissent le Burkina. Et je voudrais vraiment terminer en remerciant tous les auditeurs de la RTB et tout le peuple du Burkina Faso de me donner l'opportunité de pouvoir échanger là-dessus. Je voudrais dire que, en revenant à votre question, c'est vous dire vraiment effectivement que je me sens à l'aise dans ce que je fais, parce que tout ce que je fais, quand j'y crois, je fonce, et je pense que je voudrais également aussi honorer des engagements vis-à-vis du chef de l'État et du Premier ministre, vraiment qui m'ont fait l'honneur en me nommant à la tête de ce département. Et pour moi, cet honneur, je dois faire en sorte qu'ils soient fiers de moi, que, en tout cas au niveau du monde agricole, ils puissent sentir que nous sommes à leur côté et que nous voulons qu'il y ait vraiment, véritablement la sécurité alimentaire au niveau du Burkina Faso. Justement, monsieur le ministre, cela fait 1 an, 6 mois donc que vous êtes à la tête de ce département. Est-ce que cela se passe comme vous le souhaitez? Oui, je dirais que ça se passe comme je le souhaite, parce que, pour vous dire qu'il y a vraiment des réalisations qui ont été faites, qui bougent, qui font que le Burkina est en avance et qui font que nous entrons dans un mode structurel, c'est-à-dire que dans l'agriculture, parce que nous voulons une transformation structurelle de l'agriculture. Nous voulons effectivement que tout le monde s'engage, les producteurs, les agents et le politique
pour qu'ensemble, on inverse la tendance de l'insécurité alimentaire. C'est ça l'objectif, c'est ça les enjeux pour nous, et nous pensons qu'on peut y arriver, parce que tous les pays, comme le Brésil, comme le Maroc, y arriver, donc il faut que le Burkina aussi nous puissions le faire. Voilà, donc la transition est toute trouvée pour parler du premier axe de cette émission, à savoir l'enjeu de la campagne agricole 2020-2021. Non, je voulais dire que pour cette campagne 2020-2021, l'enjeu est que de pouvoir produire 8 millions de tonnes de céréales. Ça, c'est un grand enjeu. Le deuxième enjeu, c'est mettre en œuvre l'initiative 1 million de tonnes du chef de l'État. Et le troisième enjeu, c'est travailler dans la maîtrise totale de l'eau en mettant le nouveau modèle d'exploitation agricole. C'est pour dire que ces enjeux, ce sont des enjeux majeurs, parce que si nous arrivons à les faire, nous allons inverser la tendance. Nous allons permettre au Burkina de pouvoir vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire et s'organiser pour qu'il y ait une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans notre pays. Alors, il y a un an, plus de 2 semaines, la campagne agricole a été lancée au Burkina. Il y a un peu plus de 2 semaines, disons, la campagne agricole a été lancée au Burkina. C'était le 22 mai dernier. Dans la province de la Kossi, commune de la province du Mourne, les producteurs sont engagés pour la réussite de cette campagne agricole. Ce sont des milliers justement de tonnes, on va le dire, et toutes spéculations confondues qui sont attendues pour cette campagne agricole dans la boucle du Mourne. Eh bien, en amont du lancement officiel de la campagne, Karim Ouedraogo a fait un tour dans quelques champs du grenier du Faso suivant son dossier. Eugène Pao est en train de défricher son champ. Il est accompagné de sa famille. Pour lui, tout est fin prêt pour la campagne à venir ici à l'Écuy dans la Kossi. Actuellement, c'est le défrissage. S'il y a la pluie, nous allons commencer les labours et les semis. On est prêt. Autre lieu, même constat. Drissa Côté est producteur à Safané dans le Mouhoun. Il exploite un champ d'environ 30 hectares dans cette localité. Il prépare bien sa campagne agricole à travers des défrichages et l'achat des semences, entre autres. Je produis du niébé, du sorgho, du petit mil. Cette année, j'envisage de produire aussi de l'arachide. La préparation de la campagne, dès maintenant, on a commencé à nettoyer les superficies. Nous apprêtons à payer les semences de base, même nous avons commencé même à payer une certaine quantité. À quelques dizaines de kilomètres de Safané à Warkoy, toujours dans le Mouhoun, Kani Bikaba est aussi prêt pour la campagne à venir. Actuellement, il n'attend que la pluie. Si ce n'est pas la pluie qui nous a trahis, je crois que les producteurs sont prêts à s'engager. À travers les médias locaux et les groupements, les producteurs sont informés entre autres de la précocité de la campagne agricole à venir. Jean-Marie Bajemo, directeur provincial en charge de l'agriculture de Mouhoun. La météo qui a annoncé une précocité des pluies veut dire que la campagne également va s'installer assez précocement. Nous avons donc organisé une émission radio pour informer les producteurs sur cette précocité de la campagne afin qu'ils puissent prendre les dispositions pour les semis et puis les cultures à mettre en place. Dans le Mouhoun comme dans la Kossi, des bas-fonds supplémentaires sont aménagés. Au regard des prévisions pluviométriques qui annoncent des pluies abondantes, le directeur provincial en charge de l'agriculture de la Kossi, Serge Dambélé, conseille aux producteurs de prioriser la culture du riz dans les différents bas-fonds afin d'éviter d'éventuelles inondations. C'est de faire en sorte que les bas-fonds soient exclusivement réservés au riz cette année, puisqu'il est aussi annoncé une pluviométrie abondante et que les hautes terres soient réservées aux autres cultures pour éviter les soucis d'inondation et d'asphyxie des cultures. Karim Ouedraogo, de Dougou pour Radio Burkina. Alors, monsieur le ministre, on l'a dit tantôt, vous avez procédé le 22 mai dernier au lancement de la campagne agricole. Vous avez été également accueilli hier soir à votre arrivée ici par une bonne pluie. Est-ce que cela augure d'une bonne saison? Non, je pense que ça augure d'une bonne saison. C'est comme on le disait, la météo avait prévu qu'entre le 25 et le 27, il y a le démarrage des pluies. Le 25 et le 7 juin, le démarrage des pluies. C'est pour dire que ça augure d'une bonne campagne. Et pour nous, il faut que les producteurs puissent être attentifs, qu'ils puissent suivre effectivement les itinéraires techniques conseillés par nos collaborateurs, les agents d'agriculture. Cela va permettre effectivement de pouvoir améliorer les rendements, c'est pouvoir vraiment faire en sorte qu'à la sortie de la campagne,
nous puissions atteindre nos objectifs que nous nous sommes fixés. Donc c'est pour vous dire que cette campagne, nous l'avons préparée et nous pensons que nous pourrons arriver à atteindre les résultats escomptés. Je voudrais également dire que le chef de l'État comme le Premier ministre, de 2016 à 2019, ont mis l'accent sur l'agriculture. L'accent a permis effectivement, en fonction des engagements du président, de pouvoir réhabiliter plus de 6 000 hectares de terre par la maîtrise totale de l'eau, alors que le chef de l'État avait prévu 5 000 hectares. Ce qui veut dire que nous sommes à près de 30% des réalisations. Également, si vous voyez au niveau de l'aménagement des bas-fonds, il était prévu 25 000 hectares d'aménagement de bas-fonds pour les 5 ans à venir. Aujourd'hui, en fin 2019, nous sommes à 18 500 hectares, 74%. Également, par rapport à d'autres aménagements comme les périmètres irrigués au profit des femmes, nous avons prévu à ce niveau près de 2500 hectares, c'est-à-dire en réhabilitant ces périmètres. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 5000 hectares. Ça veut dire qu'il y a eu vraiment des engagements, il y a eu vraiment des investissements majeurs dans l'agriculture et cela a permis vraiment de pouvoir atteindre ça. Vraiment, les investissements ont été au niveau des intrants parce qu'on a eu près de 76 000 tonnes d'intrants qui ont été mis à la disposition des producteurs et plus de 20 000 tonnes de semences. Et cette année particulièrement, le chef de l'État a pris l'engagement et nous avons pu déjà dégager des ressources nécessaires et nous sommes à près de 39 000 tonnes d'engrais pour les producteurs et plus de 12 000 tonnes de semences. C'est-à-dire que nous avons pris vraiment toutes les dispositions pour acheter toutes les semences des producteurs sémenciers au Burkina afin de les mettre à la disposition de tous les producteurs. Parce que nous voulons que 2020 soit une année vraiment charnière, une année de combat pour nous permettre vraiment d'inverser la tendance. Voilà, donc des acquis, oui, des défis également, il y en a. Le retard dans la disponibilité des intrants et des semences améliorées, c'est une situation qui préoccupe beaucoup de producteurs. C'est le cas, bien entendu, dans la zone du Naouri, justement, où les producteurs vivent jusqu'à amener à utiliser des semences non améliorées pour rattraper le retard ou encore se procurer de l'engrais au marché noir, ce qui a un impact négatif sur leur productivité. Le constat avec Hervé Kabouré. L'engagement est affiché de la part de l'État pour accompagner les producteurs avec des semences améliorées pour accroître la productivité. Mais hélas, regrette pour Akano Kodja, producteur de maïs reconnu à Kampala dans le Naouri, il a du mal à entrer en possession de ces semences à temps. Tout ne vient pas à temps, ça vient un peu tard, par aller acheter. Il y a 2 ans, il y a une diminution. Cette année même, le bénéfice est resté sur moi. Rien ne repense. Si on gagne tout, en tout cas, je peux dire où je suis là, même si c'est maïs, 10 hectares, on va faire sans problème. Il y a des années que je peux faire 10 tonnes. Faire plus. Il pourrait faire plus si également les intrants étaient disponibilisés à temps. C'est l'autre regret des producteurs du Naouri, comme nous l'explique Wematou Ougué. Chaque année, c'est la même chose qui se répète. Ça nous amène à semer des semences traditionnelles, c'est-à-dire des semences qui ne sont pas améliorées. Imaginez-vous, si on sème par exemple le maïs, il faut 15 jours pour appliquer l'engrais. Tu sèmes le maïs, et 15 jours durant, tu n'as pas l'engrais. Qu'est-ce que tu fais? Tu seras content de rentrer sur la place du marché ou bien traverser la frontière, aller au Ghana pour te procurer de l'engrais. Donc ça fait que la rentabilité est très très négative à notre niveau. Les autorités provinciales de l'agriculture en sont bien conscientes et mettent tout en œuvre avec l'appui de la hiérarchie pour remédier à cette situation. Et ce n'est pas la bonne volonté qui manque. Gaoussou Nadier, directeur provincial de l'agriculture du Naouri. La proximité avec la frontière fait qu'effectivement les producteurs préfèrent aller prendre chez les frères et cousins d'à côté l'engrais qui souvent n'est pas adapté aux réalités d'ici. C'est une situation qui évolue positivement parce qu'effectivement, de par le passé, les gens se sont beaucoup
interrogé par rapport à ça. Le ministère, en tout cas, beaucoup travaille à l'heure actuelle. Même s'il y a toujours des retards, les retards sont moindres par rapport aux années antérieures. Les étapes dans le mécanisme de production, de certification et de disponibilisation des semences et des intrants expliquent souvent le retard. Mais pour cette campagne, les producteurs dans le Naouri espèrent que leurs voix seront entendues pour une production optimale dans la province. Hervé Kabouri, à mi-mai, des producteurs étaient toujours dans l'attente des semences. Dans la boucle du Moun, la qualité des semences laisse aussi à désirer parfois, font remarquer certains producteurs. Et puis, dans la boucle du Moun, des cultivateurs appellent aussi à la baisse du coût des semences et intrants. Aïcha Dianda a fait un tour dans les champs de la boucle du Moun. Ici à Kibri, dans le Nayala, Mamoudou Oulé est en train de labourer son champ. Non loin de là, à Gassan, Sekou Drabo fait les ails et procède au dépôt de la fumure organique. Ils n'attendent qu'une grosse pluie pour s'aimer. Mais jusqu'à présent, les semences promises par le gouvernement tardent. Nous sommes à mi-mai. Isaac Nyamba, président de la Chambre régionale d'agriculture de Gassan, nous confie que cette situation perturbe les travaux des producteurs. Cette heure, normalement, toutes les semences devaient arriver, les intrants. Et ça nous aide aussi. Parce que souvent, si on laisse comme ça, c'est quand il va commencer à pleuvoir. Et c'est à ce moment que les matériels arrivent. Vraiment, nous aussi, ça nous met en retard. Par exemple, bon, il pleut, le lendemain tu sors, au lieu d'aller en Mourousse, non, tu es là pour venir pour des distributions. Pour Zachary Barou, producteur à Kouyi, la qualité de certaines semences est à revoir. Surtout le riz même, une fois tu as semé 2 fois le riz, le rendement ça baisse trop. Bon, on demande si on peut nous donner les bonnes semences. Bon, en tout cas moi, si on parle trop aussi, on va dire qu'il y a quelque chose. Sinon, nos semenciers qui sont ici là, c'est comme c'est eux qui nous égorgent derrière. Parce que des fois les semences viennent, on sème, ça ne pousse pas à 100%. Je ne sais pas comment ça passe. Drabo Sekou, président de l'association Kyoudien des jeunes de Gassan. L'année passée, on a eu de l'engrais et des semences. Ça a beaucoup aidé les cultivateurs. Et ce que les cultivateurs attendent cette année en tout cas, si c'est pour l'année passée, c'était à 12 000. Mais cette année-là, les cultivateurs même veulent qu'ils diminuent encore, au moins à 10 000. Le directeur provincial en charge de l'agriculture du Nayala, Alexis Constantin Towé, rassure que ces agents s'attellent au dépôt des semences et au suivi des producteurs. L'État a prévu accompagner les producteurs avec des intrants, et notamment de l'engrais. Et nous allons donc recevoir 611 tonnes d'engrais, plus 90 tonnes de semences améliorées, toutes spéculations confondues, et qui seront distribuées à prix subventionné aux producteurs. Il est également prévu un certain nombre donc, de matériels qui seront effectivement distribués aussi à prix subventionné. Aïcha Dianda, des retours du Nayala pour la RTB. Voilà, Monsieur le ministre, vous venez donc d'entendre ces 2 reportages. Donc le problème de retard des intrants est posé, la qualité également des intrants est posée. Réaction? Non, je voudrais vous remercier pour ce reportage, mais je voudrais vous dire par rapport au retard des intrants, il faut reconnaître qu'au fur et à mesure des années, on fait des progrès. Cette année, nous avons beaucoup plus avancé par rapport à l'année dernière. C'est pour dire qu'il y a une organisation qui est en train de se mettre en place pour résoudre tous ces problèmes. Mais il faut reconnaître que par rapport aux intrants, d'abord, il faut qu'on mette à la disposition des semences. Les semences, pour les mettre à la disposition, il faut d'abord qu'on ait des semences de qualité. Pour avoir des semences de qualité, il y a un travail qui est fait avec l'ensemble des agents, des producteurs semenciers, qui sont suivis par des techniciens, dès la semence, dès le choix du champ, dès la semence, jusqu'à les récoltes, jusqu'au conditionnement, jusqu'à le prélèvement pour pouvoir vraiment voir la qualité des semences avant de les certifier. Donc c'est pour assurer qu'au niveau de la qualité des semences, il y a des dispositions qui sont prises par rapport à ça. Par rapport aux intrants, en termes de qualité, il y a des dispositions qui sont prises parce que à chaque fois, non seulement il faut avoir l'agrément pour pouvoir acheter les engrais, un distributeur, mais également il y a des prélèvements qui sont faits par les services techniques pour s'assurer de la qualité des intrants avant maintenant de réceptionner.
par rapport à ça. Et je voudrais dire que, en disant qu'il y a un retard, prenez les semences par exemple. Les semences, on pouvait disponibiliser les semences il y a 2 mois. Mais si on le fait, il y a des conditions de stockage, de conservation des semences. Si le producteur n'arrive pas à le faire, il va aller semer, il va dire encore, l'État lui a donné des semences de mauvaise qualité. Ce qui fait que les semences, on les certifie, on les met au niveau des régions, et ensuite on contractualise avec des transporteurs, par exemple l'OTRAF par exemple, qui va transporter ces semences dans les différentes communes pour stocker. Et ensuite, à partir de là, que les distributions sont faites pour permettre aux gens de pouvoir avoir les semences. Aujourd'hui, si vous voyez de façon globale au niveau du pays, la campagne n'a pas fondamentalement démarré. C'est avec aujourd'hui avec les grandes pluies qui commencent. Mais à ce niveau déjà, quand on faisait l'interview, c'était vers mi-mai. Oui. Aujourd'hui, dans la plupart des communes, on a déjà les semences positionnées. Aujourd'hui, il ne reste qu'à venir récupérer les semences. Donc les semences sont disponibles. Les semences, en tout cas, dans la plupart, je peux vous... Par exemple, j'ai la statistique ici. Par exemple, si vous voyez, par exemple, au niveau de la Boukou du Moun, toutes les communes ont reçu les semences, sur les 47. Si vous voyez au niveau des Cascades, toutes les 16 communes ont reçu ces semences. Au niveau du centre également. Au niveau du centre-est, il y a 3 communes qui n'ont pas encore reçu. Le centre-ouest, il y a 4 communes. Par exemple, si vous prenez le centre-sud, il y a 7 communes. C'est ainsi de suite. En fait, au fur et à mesure, ça se dépose. On va revenir, Monsieur le ministre, sur, vous l'avez dit à l'instant, les conditions de stockage des semences au niveau, par les producteurs, parfois c'est difficile à leur niveau, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de former ces derniers? Par rapport aux semences, oui. Les conditions de stockage. Non, vous savez, les conditions, ça c'est un peu, c'est plus compliqué. Parce que pour nous, les semences sont tellement sensibles que si tu peux le prendre, les rats peuvent consommer. Ça peut être de l'eau ou bien un enfant par mégarde peut vraiment avoir accès à ces semences. Ce qui fait que ce qui est bon, que le producteur, quand il prend la semence, il part directement dans le sang, il sème en même temps immédiatement. Ça permet d'éviter la détérioration de la qualité des semences. Je voudrais également revenir parce qu'on avait parlé des prix. Oui. Vous voyez, pour 1 hectare de semences, l'État cède aux producteurs à 1000 francs. Prenez le champ de maïs, c'est 15 kilos à l'hectare. Les 15 kilos, c'est 1000 francs que le producteur paie pour avoir. Au niveau des engrais, les engrais, le coût de l'engrais varie, de sac varie entre 17 000 et 19 000. L'État cède aux producteurs à 12 000, c'est-à-dire au niveau des producteurs vulnérables. Mais c'est pour vous dire que c'est pas ce que l'État fournit, c'est les producteurs vulnérables. Il y a les grands producteurs qui s'organisent, qui rentrent dans les banques, qui prennent l'argent et qui achètent l'engrais. Aujourd'hui, au niveau du Burkina, c'est près de 300 000 tonnes d'engrais qui est acheté. Mais l'État, au niveau de l'État, c'est pour les producteurs vulnérables, c'est à peu près, cette année, c'est 39 000 tonnes. Mais ce que je voulais dire que le gouvernement, le chef de l'État, a pris l'engagement et il subventionne aussi l'engrais au niveau des cotonniers. Chaque cadet, c'est subventionné. Ce qui veut dire que la subvention de l'État est énorme par rapport à ça. Donc, et les coûts c'est pour dire que ces coûts qu'on donne là, c'est quand même des coûts quand même qui sont intéressants, qui sont abordables par rapport aux producteurs vulnérables. Je dis bien. Parce qu'au Burkina, nous avons près de 1 800 000 ménages. Et parmi ces 1 800 000 ménages, il y a 1 500 000 ménages vulnérables. Et parmi ces vulnérables, l'appui de l'État fait 300 000 ménages. Ce qui fait que il faut vraiment arriver à faire des choix aléatoires parmi ces 1 500 000 tonnes pour pouvoir leur permettre de bénéficier de cet appui. C'est pour vous dire qu'il faut qu'on voit la chose de façon globale. Parce qu'il y a des producteurs, il y a des gens qui sont bien organisés. Vous voyez la Confédération paysanne du Faso, la CPF, la FEPAB,
ils ont des structures qui sont organisées, qui partent acheter les semences d'eux-mêmes. Parce que eux, c'est des gros producteurs. Il y a certains qui sont des gros producteurs qui n'ont pas besoin de la subvention de l'État. L'État subventionne, c'est les producteurs vulnérables pour leur permettre de produire. C'est ce que j'ai dit là. Mais au niveau des cotonculteurs, c'est tout le monde qui bénéficie de la subvention de l'État en termes d'intrants. Oui, mais les producteurs trouvent parfois que vous, département de l'agriculture, vous ne les facilitez pas la tâche. Par exemple, un paysan, en tout cas un agriculteur, peut payer ses intrants à Dédougou et se faire servir ses intrants, même ses intrants à son village. Oui, mais attendez, non, ce n'est pas payer à Dédougou. Le système est mis en place que un producteur reçoit, on fait un tirage au sort. Les 300 000 producteurs qui seront bénéficiaires. Et parmi eux, il va recevoir un message qui lui dit, vous avez telle quantité d'engrais, telle quantité de semences à enlever. Et c'est au niveau de sa commune. Ce n'est pas au niveau de la région, au niveau de sa commune. Et à partir de, il quitte son village, il arrive. Parce qu'avant, on appelait les gens, le producteur peut venir, quitter son village pour venir se renseigner. Est-ce que les intrants, est-ce que les semences sont là? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il reçoit directement un message étant au village pour lui dire, ah, vous devez bénéficier de telle quantité, telle quantité. Voilà le montant que vous devez payer. Il paie ce montant par le système de paiement mobile. Et à partir de là, il reçoit un code. Et avec ce code, il se présente dans un lieu, un magasin, où il donne ce code, on introduit ce code, et il reçoit sa quantité d'engrais et il repart. Avant, les producteurs pouvaient, même si les semences et les engrais sont là, ils pouvaient s'organiser pour venir enlever de façon groupée. Mais souvent, est-ce qu'on est sûr que c'est lui qui vient enlever là, de façon groupée là? Est-ce que il enlève pour tous les producteurs? Mais au moins, si le monsieur reçoit son truc qu'il a payé, on sait qu'effectivement, c'est lui qui reçoit les semences, c'est lui qui reçoit les engrais. C'est pour dire que c'est vraiment pour faire dans la table, pour que réellement les bénéficiaires puissent bénéficier de l'appui de l'État, surtout les producteurs vulnérables. Je dis bien les producteurs vulnérables parce qu'il y a de grands producteurs qui n'ont pas besoin de la subvention de l'État, surtout pour la production céréalière. Et ces producteurs vulnérables-là, on les choisit parce qu'ils produisent des céréales, produisent des légumineuses, c'est-à-dire le haricot et consorts. Mais pas produire le coton. Quand tu produis le coton, ça veut dire qu'il y a un certain niveau par rapport à ça. Mais là, c'est ceux qui produisent les céréales et des légumineuses, c'est-à-dire que des producteurs vulnérables. Alors, monsieur le ministre, est-ce que cette technique d'acquisition des intrants rencontre l'assentiment des producteurs? Non, je pense que toute innovation, il y a souvent des doutes et des inquiétudes. Et c'est normal, c'est fondé. Mais cette forme de distribution, nous l'avons essayé pendant 3 ans. 2018, on l'a essayé. En 2019, la campagne agricole de chaleur humide, on l'a essayé. La campagne sèche, on l'a essayé. Tout ça, ça a été capitalisé. On a vu des erreurs, on a eu des insuffisances qu'on a pris en compte pour pouvoir mettre en place ce mécanisme. Mais c'est pour vous dire que ce mécanisme, c'est une décision de l'ensemble de l'espace CEDEAO qui veut que tout le monde puisse faire la distribution électronique. Ça permet vraiment de faire ça dans la transparence. Nous, on a vu des pays comme le Togo, le Nigeria, qui sont dans cette forme de distribution. Mais ça permet vraiment que ce soit le producteur vulnérable réellement qui reçoit ça. Donc c'est pour dire que, mais les gens sont inquiets, c'est normal, parce qu'il y a vraiment des biais souvent, mais avec l'ensemble des acteurs, parce qu'on a mis l'ensemble des acteurs qui contribuent à ça. La Chambre nationale d'agriculture et les producteurs sémenciers eux-mêmes, qui donnent, avec lesquels nous on contracte avec eux directement, pour qu'ils fournissent les semences. Eux-mêmes, ils ont décidé de mettre des gens là où il y a les magasins pour aider à ce que tous ces biens-là, on puisse les minimiser. Oui. Mais aucun système, il n'y a pas de risque zéro. Voilà, donc justement, il n'y a pas de risque zéro, mais à côté, il y a la qualité du réseau téléphonique, l'analphabétisme sont des réalités dans le pays. Cela ne constitue pas justement un frein à la bonne marche de ce processus. Est-ce que les réseaux de téléphonie mobile sont associés justement à ce mécanisme? Non, les réseaux de téléphonie mobile sont associés. Nous avons en tout cas contractualisé avec un réseau de téléphonie mobile pour nous aider. C'est eux qui vont envoyer les SMS au niveau des producteurs.
Bien sûr qu'il y a des endroits, le Burkina, c'est ce qu'on dit, il y a près de plus de 80% du territoire est couvert par ces réseaux. Il y a des zones quand même qui ne sont pas accessibles. C'est pourquoi on dit qu'à ce niveau, on a essayé de mettre ensemble avec les différents acteurs pour que même au niveau des listes, on puisse afficher et qu'on puisse donner les informations. Et celui qui n'a pas reçu l'information, qu'on puisse téléphoner pour lui dire « Ah, venez, vous devez recevoir tant de choses, tant de semences, tant d'engrais. » C'est pour dire que ce mécanisme-là, il y a vraiment des plans B pour aider à ce qu'on améliore. Mais c'est tout système qu'il faut améliorer par rapport à ça. Donc le travail est en train de se faire. C'est pourquoi on fédère tout le monde pour qu'on puisse aller vers un système qui va vraiment permettre à tout le monde de pouvoir recevoir les engrais. Voilà. Monsieur le ministre, l'émission est interactive. On va vous permettre justement de suivre quelques réactions de nos auditeurs et de nos internautes qui nous écoutent à travers différentes plateformes justement. Et bien entendu, Charles Saint-Pouré a recueilli quelques préoccupations. Charles, bonjour. Oui, Siri Baoula, bonjour. Monsieur le ministre, nous avons beaucoup de préoccupations. Je commence par celle de Wematouille, c'est un producteur à Tibélé. Il estime qu'il n'a pas été recensé lors du passage des agents recenseurs, alors que c'est sur cette base que se fera la distribution des semences et des intrants. Est-ce qu'il y a une alternative pour ceux qui sont dans la situation pareille que lui? Alors, M. Koulibaly de la SNV, il dit que des simulations ont été faites par des chercheurs et ces simulations ont montré qu'avec un investissement de 8 milliards de francs CFA par an, durant 3 ans sur les semences améliorées et conditionnées par l'application simultanée de cultures vivrières et cultures de rente au niveau des petits exploitants, cela va réduire l'insécurité alimentaire de 75 à 80% et 3/4 des petits exploitants vont sortir de la faim et de la pauvreté. Les organisations paysannes appellent à l'expérimenter. Que dites-vous de cette option et êtes-vous à l'expérimenter? Jakaria Siribé, lui, il a 2 questions. Pourquoi les paysans utilisent les pesticides alors que ce sont des produits dangereux et aucune institution ne tire la sonnette d'alarme? Alors, les producteurs sont confrontés à beaucoup de problèmes lors de l'écoulement de leurs récoltes. Il s'agit notamment du bas prix de vente alors que les intrants coûtent cher. Alors, Eldin Draman, qu'est-ce que le ministère prévoit pour les producteurs des zones agricoles comme le Kénédougou, le Tui et les Banwa en matière d'infrastructures routières? Le manque de bonnes routes impacte négativement sur les capacités de production de coton et de céréales notamment. Mohamed Ouattara, il dit que les outils de vulgarisation comme la CEP, j'espère que je prononce bien, la PD et PNV et PNP montrent déjà certaines limites dans certaines zones du Burkina. Doit-on s'attendre à leur révision dans un proche avenir? Eldin Draman, qui revient avec une alerte, il informe de la présence d'une maladie au Kénédougou et cette maladie joue négativement sur la production du taro. Cela dure depuis 5 ans. Merci, monsieur le ministre. Voilà, merci à vous, Sibir Charles Saint-Pouré. Voilà une batterie justement de questions et préoccupations, monsieur le ministre. Déjà, une maladie au Kénédougou, est-ce que vous en avez déjà connaissance? Oui, on a pris connaissance par rapport au taro qu'il y a cette maladie. Et je pense qu'à notre niveau, on a mis ensemble un comité, c'est-à-dire constitué des agents du ministère et celui de la recherche, que nous envisageons vraiment aller sur le terrain pour pouvoir vraiment analyser cela et voir comment on peut vraiment trouver les solutions par rapport à ça. Donc il y a des dispositions vraiment qui sont prises pour que cela puisse être résolu. Alors, monsieur le ministre, revenons donc à la première question, celle de Wematou, qui estime qu'il n'a pas été recensé. Comment est-ce qu'il peut recevoir ces intrants? Non, s'il n'a pas été recensé, ça veut dire que nous faisons un tirage au sort aléatoire. Je vous disais qu'il y a 1 500 000 producteurs vulnérables. Et parmi ces vulnérables, il y a un tirage au sort pour permettre d'avoir 300 000 ménages sur les 1 500 000 ménages. En ce moment, ceux qui ont déjà été choisis parmi les 300 000, on leur envoie par exemple un message pour dire venez prendre les semences. Et ils ont 4 jours pour enlever. Au bout de 4 jours, s'ils ne viennent pas, il y a une liste d'attente. En ce moment, M. Wema peut s'approcher de la direction régionale, la direction provinciale, ou les actes, pour donner son nom. En ce moment, on va le mettre sur une liste d'attente. Et à ce moment, il pourra
Si vraiment il y a des producteurs qui n'ont pas pu venir enlever, automatiquement on le place en liste d'attente pour permettre d'avoir accès. Alors, la question des pesticides, justement, évoquée par notre ami Zakaridia Siribié, il estime que ce sont des pratiques assez dangereuses. Aucune institution n'en dit mot. Non, je vous dis que par rapport à les pesticides, c'est réglementé. Pour vraiment importer les pesticides au Burkina Faso, il faut avoir un agrément. Et ce sont des pesticides homologués au niveau de la CEDEAO. Parce qu'il y a le comité ouest africain des pesticides qui contrôle tout ça. Et qui a ses ramifications jusqu'au Burkina. Et nous avons la direction de production végétale dans laquelle il y a un service qui s'occupe de ça. Donc, il faut vraiment d'abord un agrément pour amener les pesticides. Et on s'assure que c'est des pesticides homologués. C'est-à-dire que c'est des pesticides qui ne vont pas avoir un impact sur la santé humaine. Et ensuite, maintenant, il y a la façon d'utiliser les pesticides. Parce que, généralement, au niveau du Burkina, tous les pesticides que nous avons commandés, qui sont dans les directions régionales, c'est de façon gratuite qu'on remet aux producteurs. Aucun producteur n'a besoin d'acheter. S'il a des nuisibles ou des problèmes au niveau de son champ, il prend contact avec la direction régionale qui lui fournit les pesticides pour pouvoir traiter les pesticides homologués de qualité. Bien sûr que souvent, il y a des gens des fraudeurs comme on le dit, qui font rentrer souvent des pesticides, mais nous mettons des contrôles. On a des brigades qui sortent par rapport à ça, et si on te prend, il y a vraiment, la loi est stricte, il y a un certain nombre de pénalités que vous avez, et quand on prend ces pesticides, on les détruit systématiquement. Donc c'est pour dire que c'est réglementé, et nous-mêmes aujourd'hui, nous faisons la promotion des pesticides biologiques, c'est-à-dire des pesticides qui permettent vraiment davantage de pouvoir avoir des produits bio. Par rapport, on encourage, on fait la promotion de ça. Donc c'est pour dire que en termes de pesticides, c'est quelque chose qui est réglementé, qui est homologué et qui ne se fait pas vraiment au hasard par rapport à ça. Oui, alors, donc il y a des actions également d'information, de formation qui sont mises en place pour permettre à tous ces producteurs-là de pouvoir vraiment maîtriser l'utilisation vraiment des pesticides. Mais aujourd'hui, nous avons mis en place ce qu'on appelle le Comité national de lutte contre l'utilisation abusive des pesticides et qui est en cours, qui va permettre effectivement de pouvoir suivre ça sur le terrain et réglementer tout ça. Donc, c'est des dispositions qui sont là. On est conscient qu'il y a un problème et il faut vraiment qu'au fur et à mesure, nous puissions arriver à trouver les moyens, les mécanismes les plus adaptés pour y faire face. Oui, alors M. Koulibaly de la SNV, justement, en tout cas, a souligné le fait que des chercheurs auraient fait des simulations de sorte justement à vous aider à lutter contre l'insécurité alimentaire. Et où en êtes-vous avec ce dossier? Oui, ce dossier, on le connaît très bien. Parmi l'un des souhaits au niveau de cette coalition, c'est que l'État puisse fournir aux producteurs vulnérables chaque année 50 000 tonnes d'engrais. Aujourd'hui, nous sommes à 39 000 tonnes. Ça veut dire qu'il y a une grande progression et nous allons vers la cible. Et pour nous, nous avons pris en compte et nous voulons qu'effectivement ces organisations-là puissent mettre en place des expériences pilotes à partir de laquelle ça va être des champs d'école, ça va être des processus où nous allons voir avec les producteurs, nous allons assurer que c'est de bons processus avant de les mettre à l'échelle. Donc c'est pour vous dire qu'à notre niveau, nous sommes en train de mettre en place ce que nous appelons un modèle d'exploitation agricole résilient et performant qui va nous permettre de résoudre ces problèmes d'insécurité alimentaire. Le chef de l'État a été très clair là-dessus. Je veux un modèle qui va révolutionner, qui va permettre vraiment d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous l'avons réfléchi et nous avons trouvé le modèle que nous avons expérimenté en 2019 sur 8 modèles, sur 8 pilotes. Et aujourd'hui, nous sommes à 300 modèles qu'on va mettre. Et ce modèle permet, sur une superficie de 3 hectares, de pouvoir produire 50 tonnes de céréales, 60 tonnes de légumes et 1 tonne et demie de poissons. Il y a ce modèle, et nous voulons que ce modèle-là, si nous le mettons à l'échelle de 100 000 producteurs, rapidement nous avons 5 millions de tonnes
de céréales additionnelles, 6 millions de tonnes de légumes et autant de 1,5 million de tonnes de poissons. Ça veut dire qu'avec ce modèle-là, nous voulons pouvoir répondre à toutes les questions qu'il a dit. Parce que ce modèle, c'est un modèle qui, par la maîtrise totale de l'eau, à partir d'un forage agricole, et un forage et une pompe solaire immergée qui permet de produire 3 fois dans l'année avec le système de goutte à goutte, le système d'irrigation gravitaire, le système d'irrigation par aspersion. Donc ça permet vraiment de pouvoir de résoudre ce problème qu'il a dit, si on arrive, et ces modèles existent. Parce que nous l'avons conçu avec l'ensemble des collaborateurs, parce que nous sommes convaincus de ce modèle, et vraiment nous allons le mettre à l'échelle. Et cette année, nous voulons qu'au niveau des exploitations, qu'au niveau des jeunes, que tout le monde aille dans ce sens pour pouvoir vraiment répondre aux besoins des communautés. Alors, Monsieur le ministre Mohamed Ouattara lui estime que les outils de vulgarisation comme la CEP, la PD et la... Et nous voyons qu'effectivement, il y a un travail, parce que nous avons un système national de vulgarisation qui avait été totalement détruit, que nous sommes en train de construire. Et cela, avec l'ensemble des collaborateurs, on est vraiment en train d'améliorer, d'innover par rapport à ça. Prenez l'exemple, actuellement, avec ces problèmes de Covid, avec ces problèmes d'insécurité, il faut qu'on puisse vraiment faire en sorte que les producteurs puissent bénéficier des itinéraires techniques. Et c'est dans ce sens que nous sommes allés dans la e-vulgarisation. C'est-à-dire que qui va permettre que le producteur, à partir de films vidéo, puisse... sa production. Ça veut dire que c'est une dynamique que nous avons mis en place pour permettre que cette e-vulgarisation puisse pénétrer au plus profond du Burkina Faso afin de permettre à ce que les producteurs puissent avoir accès à ces technologies, ces informations dans le temps. Alors, dans la commune de Gawa, les champs de maïs dans les bas-fonds présentent une bonne physionomie en ce début de campagne agricole. Malheureusement, certains producteurs évoquent déjà quelques attaques légères de chenilles légionnaires. Depuis environ 2 semaines, le constat a été fait par une de nos équipes de la RTV2 Sud-Ouest à Sampoli et à Danhal, village situé à 11 km de Gawa. Amidou Kifsi Nana nous en dit plus. À Sampoli, à quelques encablures de la ville de Gawa, sur la rive gauche de la rivière Poni, Bernard Da exploite 8 hectares de maïs de variété Massongo. L'heure est au sarclage dans les champs. Dans l'ensemble, le maïs présente une bonne physionomie. Toutefois, le producteur signale une légère attaque de chenilles légionnaires. On a commencé le semis le 23 avril. Donc, 2 semaines après, on a constaté les chenilles et on a commencé à traiter. Si on dit on va attendre pour que ça soit beaucoup, donc ça va faire beaucoup de dégâts. Donc, comme on a constaté un peu là, on a commencé, le champ là n'est pas petit, donc on a commencé à traiter. Donc on n'a pas laissé ça faire beaucoup de dégâts. Cette année, les dégâts là ne sont pas beaucoup dans mon champ. À Danhal, village situé à une dizaine de kilomètres de Gawa, 7 hectares de riz sont en labour, 8 autres hectares de maïs Bondofa au stade levé. Si Vokite Soumé, entrepreneur agricole de la localité, évoque l'apparition fulgurante des chenilles légionnaires dans sa propriété. La chenille légionnaire évolue, c'est comme une papillon qui viennent déposer maintenant, ils pondent les œufs. Et dès qu'ils pondent les œufs, puisque ça se multiplie vite. Et dès que la multiplication là vient, on ne peut pas voir ça à l'ennemi. Du moment où tu vas savoir, ça commence à faire les dégâts au champ. Et vraiment, ça fait un énorme dégât même dans les champs. Comme vous êtes venu,
Vous-même, vous avez vu comment les plantes sont attaquées. Donc, à partir du 14e jour, on a senti qu'il y avait déjà l'attaque. Donc, on a commencé par les traitements. Grâce à une anticipation, les dégâts sont moindres en ce début de campagne. Afin de venir à bout des ravageurs, Vokite Sommet prône un traitement de masse qui s'appuie sur une action coordonnée des producteurs. Tout le monde n'a pas traité au même moment. Alors que si tout le monde traitait au même moment, on pouvait carrément en finir avec des chenilles. Mais il y a d'autres qui traitent, il y a d'autres qui refusent de traiter quelques jours, alors qu'il y a des effets de produits. Si vous ne traitez pas au même moment, les attaques, ça revient. Dans la commune de Gawa, les champs de maïs dans les bas-fonds présentent une bonne physionomie. La plupart des producteurs sémenciers disent utiliser les produits homologués dans la lutte contre les chenilles légionnaires. Gawa, Amidi Kipsinana, RTV. Voilà, monsieur le ministre, vous avez suivi avec notre reporter, les cultures sont menacées par les chenilles. Eh bien, qu'est-ce qui est fait par votre département pour lutter contre cela justement? Oui, je voulais dire d'abord qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, on a vraiment une direction qui s'occupe de ça. Et à ce niveau, nous avons mis déjà à la disposition des différentes régions les quantités de produits de traitement qui est là, qui est à ce niveau. Ensuite, il y a des comités qui sont mis de lutte, qui sont mis en place, qui sont formés pour que vraiment répondre rapidement. Également, les producteurs sont formés. Certains producteurs ont vraiment des pulvérisateurs avec lesquels ils utilisent. C'est comme il a dit, il faut que la veille soit de façon permanente, collective, que tout le monde puisse suivre. Et quand il y a un problème, qu'on puisse signaler. Parce que c'est ce que j'ai dit, les produits sont donnés gratuitement par l'État. Le chef de l'État était clair par rapport au traitement. Ces produits, il faut les donner gratuitement, il faut les poser là où il faut. Il faut mettre tous les équipements qu'il faut pour permettre aux producteurs de pouvoir en bénéficier. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment une veille permanente au niveau de tout le monde, collectif, pour nous permettre vraiment d'assurer cette lutte. Mais également, quand il y a un constat, il faut rapidement prendre contact avec les services techniques pour apporter son appui. Mais à notre niveau, il y a des formations, des renforcements, des sensibilisations qui sont faites. On a même des films vidéo qui montrent comment ça présente, comment est la chenille légionnaire, comment vous devez faire pour vraiment s'il y a un cas d'attaque. Et alors, est-ce que ces films vidéo sont accessibles à tout le monde, hein? Oui, parce qu'on sait qu'il y a des producteurs à travers tout le pays. Oui, c'est accessible parce que... du Burkina Faso. Non, c'est accessible parce qu'au niveau des directions régionales, on a mis des boîtes, des grosses clés de stockage qui permettent d'avoir ces films et qui a la capacité de permettre, on n'a pas besoin même d'une connexion pour pouvoir avoir ça, par exemple, sur le portable, le téléphone portable, pour regarder. C'est comme les films qu'on envoie en WhatsApp et tout. Et ça te permet vraiment de sensibiliser. Donc, c'est aujourd'hui les outils de la technologie, oui. Vraiment, c'est accessible, c'est facile. Les vidéos sont déclinées dans toutes les langues. Dans les langues, pour le moment, c'est en français, mais on est en train de traduire en choses. En moré. En moré, en djoula et en choses. En gourmandchema. Pour permettre vraiment une grande accessibilité. Je voudrais vraiment revenir encore par rapport à... Parce qu'il y a une question qui était venue par rapport au problème d'écoulement. Oui, on va y revenir, monsieur on va y revenir plus en détail dans nos prochains axes. Donc, monsieur le ministre, les attaques acridiennes sont aussi une autre menace pour les cultures. Et selon la FAO, les criquets sont annoncés pour courant juin. Comment la lutte est-elle menée justement à ce niveau dans votre département? Voilà, merci. C'est pour vous dire que déjà, nous avons déjà mis en place un plan de riposte contre le criquet querelleur qui est de près de 3 milliards et quelques par rapport à ça. Mais ce n'est pas le montant en tant que tel. Il faut mettre en place des mécanismes et des dispositifs pour être prêt. Parce qu'aujourd'hui, le criquet querelleur est au niveau du Soudan. S'il quitte le Soudan, on ne sait pas. Il peut passer par le Tchad, le Niger, le Burkina. Donc il faut être prêt. Ce qui fait qu'on a mis des postes de commandement au niveau des régions pour la lutte. Et un poste de commandement au niveau national qui va permettre de coordonner. Et à ce niveau, avec les engagements du chef de l'État, nous avons reçu une certaine quantité de fonds que nous avons pour acquérir les pesticides. Parce qu'on a déjà pour pouvoir poser. Et ensuite,
Et dans ce plan de riposte, nous sommes en train de vraiment lancer l'acquisition de quelques drones pour nous permettre vraiment de participer à la lutte en cas d'invasion africaine. C'est pour vous dire que toutes les dispositions sont prises avec ce plan de riposte-là pour qu'en cas de cas, nous puissions vraiment y faire face. Et nous travaillons également avec des partenaires internationaux comme la FAO pour vraiment organiser ce plan de riposte. Et ensemble, nous sommes en train de travailler à voir comment, avec les différents partenaires, on peut arriver à mobiliser ces fonds, les fonds pour le plan de riposte, qui sera disponibilisé pour nous permettre de faire face à de telles situations. Est-ce qu'il y a une action concertée avec vos confrères donc, de la sous-région? Oui, il y a une action concertée parce que c'est pourquoi la FAO joue le rôle vraiment de fédérateur pour permettre que... Parce que si la lutte n'est pas intégrée, la lutte n'est pas globale, régionale, c'est difficile, on ne pourra pas. Si elle peut être... Donc, ce qui fait qu'il y a ce travail-là qui est vraiment en train de se mettre en place et avec les différents ministres de l'agriculture au niveau de la CEDEAO. On a eu des vidéoconférences dans lesquelles on a discuté, on a pris des dispositions. Également avec les 53 ministres de l'agriculture de l'Afrique, on en a discuté pour voir comment on peut avoir une réponse globale, régionale et continentale pour faire face à cette situation qui peut vraiment créer des sécurités alimentaires au niveau de nos différents pays. Alors, au rang des menaces, et cette année, on a vu avec la pandémie du coronavirus, la maladie, c'est vrai, est en régression dans le pays, et avec la reprise des activités sur le terrain. Et qu'est-ce qui est fait justement pour accompagner les producteurs? Merci, je voulais vous dire que vraiment, le chef de l'État a été spontané dans ce espace parce qu'il a pris la décision de mettre 30 milliards de francs CFA pour le monde agricole. Quand je dis agricole, c'est avec l'élevage. L'agriculture, de façon globale, il a pris la disposition de mettre 30 milliards de francs. Et aujourd'hui déjà, rapidement, il a donné des instructions et le ministère de l'économie et des finances a pu dégager rapidement 10 milliards de francs CFA qui a permis au ministère de l'Agriculture d'augmenter la quantité d'intrants. Aujourd'hui, ce que je dirais, nous sommes à plus de 39 000 tonnes d'engrais, mais également de racheter toutes les semences au niveau du Burkina Faso. Et c'est dans ces fonds que nous sommes en train de pouvoir mettre en place ce que j'appelle le plan de riposte pour apprendre les drones, pour vraiment prendre les filets pour lutter contre les oiseaux granivores et tout. Donc, c'est un ensemble de mesures urgentes qui ont été prises. Donc, ces fonds ont été dégagés, 10 milliards de francs, rapidement pour remettre au ministère de l'Agriculture, pour pouvoir vraiment commencer le travail. Donc, c'est pour vous dire que, à ce niveau, il y a vraiment une action forte qui a été mise en place et qui est à saluer par rapport à ça. Alors, l'autre menace, c'est l'insécurité avec plus de 840 000 déplacés au rang desquels des producteurs qui ont malheureusement abandonné leurs champs. Est-ce que cela ne va pas jouer sur les ambitions de production cette année? Non, je voudrais vous rassurer. Bon, bien sûr que ça peut jouer, parce qu'effectivement, les gens, s'ils étaient sur place, ils pourront vraiment, effectivement, produire dans de bonnes conditions, pourront avoir les superficies qu'il faut. L'année dernière, nous avons perdu près de 120 000 hectares, qui nous a permis de perdre 180 000 tonnes de céréales. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été vraiment ressenti à notre niveau parce qu'on voulait produire plus cette année. Mais au niveau des personnes déplacées, par rapport aux 10 milliards qui ont été dégagés, il est prévu le labour de 5 000 hectares au profit des personnes déplacées. Pour que ces personnes déplacées puissent, si on a discuté avec les propriétaires terrains, que les terres qu'ils ont, qu'on puisse les aider à labourer avec des tracteurs, 5 000 hectares, et que les engrais, il y a plus de 1200 tonnes d'engrais qui est prévu pour ces personnes déplacées, des semences également, et tout ça, c'est de façon gratuite que ces personnes déplacées vont recevoir ces engrais pour pouvoir vraiment produire. Ce sont des instructions du chef de l'État. Il faut que ces gens qui sont déplacés puissent produire dans les lieux où ils sont là, s'ils ont effectivement la terre. Mais le travail est en train de se faire pour que ces gens puissent retourner surtout chez eux et pouvoir produire. C'est ça que nous voulons. Mais
c'est pour dire qu'il y a vraiment une dynamique, il y a une synergie qui est là pour faire en sorte que nous, les objectifs là, nous puissions les atteindre cette année. Alors, parlant d'objectifs, on va glisser sur le terrain justement de la production du coton l'or blanc du Faso. Il est attendu 550 000 tonnes de coton, une baisse par rapport à l'année dernière. Eh bien, qu'est-ce qui explique cela, monsieur le ministre? Une baisse de 500, une baisse en matière de production cette année. On l'a constaté avec les chiffres de l'année dernière. Oui, non, cette année, bon, bien sûr, non, cette année, l'objectif même, bon, effectivement, il faut le faire, il faut être réaliste par rapport aux réalités de terrain. Donc, parce que vous savez que le coût du coton a baissé. Cette année, le coût du coton a baissé de telle sorte que le prix à l'achat du coton va quand même baisser. Ce qui fait que, à ce niveau, il faut qu'on soit réaliste pour pouvoir estimer les quantités qu'on pourra vraiment produire cette année. Néanmoins, l'État a toujours mis la subvention au niveau des intrants, notamment au niveau des engrais, pour permettre aux producteurs de pouvoir produire le coton. Et le travail qui est là en train de se faire, c'est la concertation avec l'ensemble des acteurs pour qu'ensemble on voit comment on peut maintenir la dynamique. Parce que le cours, par exemple, de l'achat du coton mondial a baissé. Ce qui fait que on peut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait un peu de baisse. Donc, il faut être prudent en espérant, en mettant ces estimations. Alors, vous parlez aussi tantôt de baisse. C'est vrai que le coût d'achat du coton graine connaît également une baisse. Est-ce que cela n'est pas de nature à décourager quelques producteurs? Non, je pense que, vous savez, c'est dû à la pandémie du Covid. Ce qui fait que, si par exemple, nous avons la chance que le Covid parte, ça peut vraiment... C'est pour dire que ça peut vraiment jouer sur le moral des producteurs. Néanmoins, le coton quand même représente des sources de revenus pour la plupart des producteurs. Et nous pensons que nous allons toujours vraiment les accompagner pour qu'ils s'y mettent, pour pouvoir vraiment produire, afin vraiment de pouvoir résoudre les problèmes en termes de revenus, en termes d'amélioration de leurs conditions de vie. Vous avez dit que c'est dû au Covid, c'est-à-dire que si le Covid finit, le prix peut connaître une hausse? Non, on peut pas, non, à ce niveau, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce qu'on ne sait jamais. Parce que vous savez, on a dit avec le Covid, les économistes disent que jusqu'en 2022, on va avoir des impacts sur l'économie. Donc vraiment, c'est des trucs prudents qu'il faut être prudent par rapport à ça. Alors on va revenir toujours sur le coton. Le Burkina Faso qui était justement au premier rang en termes de production, justement en train de reculer. Qu'est-ce qui est fait justement pour une remontée du pays en matière de production, monsieur le ministre? Je pense qu'il y a eu vraiment des décisions, de grandes décisions qui ont été prises par le chef de l'État et le Premier ministre. Parce qu'on a mis vraiment un haut comité pour pouvoir, au niveau du coton. C'est-à-dire haut comité qui a regroupé l'ensemble des acteurs, que ce soit le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, les producteurs, les cotonniers, que ce soit des personnes ressources, pour qu'ensemble on réfléchisse pour voir comment on peut relancer le coton, on peut amener les gens à produire. Vous voyez, la campagne se passée, il y a eu une baisse. Et vous voyez, avec ce travail-là, il y a eu quand même une remontée. Donc ce comité de haut niveau est en train toujours de travailler, de trouver des solutions. Nous avons tenu une réunion il n'y a pas longtemps là-dessus avec l'ensemble des acteurs. Et nous pensons que c'est ensemble, en discutant, en proposant des solutions, que nous allons trouver là les voies et les moyens pour nous permettre effectivement que ce coton, que nous puissions retrouver notre place de premier rang. De leader. Et Voilà. nous y tenons. Voilà, 25 43 33 37 25 30 49 93 24 55 00 38 pour ici à Ouaïguia. Et bien Charles Saint-Poré est encore là pour les préoccupations des auditeurs. Charles, on vous écoute. Voilà, merci à vous Thierry Baoula. Je commence, monsieur le ministre, par la question de Yaya Edier. Il est étudiant en biologie à Koudougou. Il dit pourquoi l'autosuffisance alimentaire n'est pas encore atteinte au Burkina Faso alors que le taux d'agriculteurs est très élevé. Sa deuxième question, pourquoi ne pas diminuer le prix des produits agricoles comme l'engrais, les pesticides, les insecticides pour permettre aux paysans de faire de bons rendements? Et sa troisième question, qu'est-ce que l'État entreprend pour soutenir les agriculteurs?
Joseph Karambega. Sa préoccupation se trouve au niveau des chambres froides. Il dit qu'il ne savait pas qu'une chambre froide coûtait à peine 100 millions de francs CFA et a une capacité de plus de 100 000 tonnes. C'est étonnant qu'à l'heure où nous sommes, le Burkina n'est qu'à sa première chambre froide. Et il se demande qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour permettre à chaque région de bénéficier des chambres froides. Adama Ouedraogo, il dit que si vous faites un tour dans les marchés de légumes, vous allez voir que des produits, les légumes sont en état de putréfaction avancée et souvent qui ne sont pas détruites. Cette situation constitue une grosse épine pour les producteurs et les commerçants et un danger pour les consommateurs. Est-ce qu'il y a des solutions en vue? Mathieu Bationo, il a Tenado. Il dit qu'il a constaté que les agents d'agriculture n'ont pas été impliqués dans le mécanisme de distribution du matériel et des intrants. Comment se fera le suivi et l'évaluation en fin de campagne s'ils ne connaissent pas les bénéficiaires? Nous sommes en juin et jusqu'à présent, les agents d'agriculture n'ont pas encore eu de dotation en carburant. Est-ce qu'ils pourront être efficaces sur le terrain? Pourquoi mettons plus de moyens dans la production cotonnière au détriment des cultures vivrières? Et sa dernière question, est-ce que le ministre ne trouve pas paradoxal que le Japon donne du riz au Burkina Faso pour lutter contre la faim et on voit une partie de ces vivres-là dans les boutiques pour la vente? Rasmane Bari, il est de Waiguya. Il se préoccupe des déplacés internes. Quel est le mécanisme que le gouvernement compte mettre en place pour leur permettre de produire sur leur terre d'accueil? Alors, la campagne agricole 2018-2019, le ministère a donné un bilan il parle de 1 700 000 tonnes de culture de rente. Quelle est la politique mise en place par le gouvernement pour augmenter la production au cours de la campagne à venir? Alors, on voit très peu d'activités en matière d'aménagement hydro-agricole depuis votre arrivée à la tête du département. À Waiguya, il dit qu'il y a 2 grands barrages et ces barrages-là tarissent. Qu'est-ce que le ministre promet aux populations de Waiguya? La dernière question de Paris. Alors, Alassane Lompo, il dit que depuis des années, le bulletin météo est présenté en français sur les chaînes de radio et de télévision. Est-ce à dire que les paysans n'ont pas besoin d'informations météorologiques et qu'est-ce qui est fait pour vulgariser ces informations en langue nationale? Yul Yen, il est un producteur dans le sud-ouest. Pourquoi, malgré tant de technologies annoncées ou même acquises, l'agriculture burkinabé ne tend pas vers l'autosuffisance alimentaire? Et il dit que des tracteurs de labour, des tricycles équipés, des motopompes et autres matériels sont stockés depuis plusieurs années dans le Sahara du sud-ouest sans être mis à la disposition des producteurs pour les permettre de produire en quantité et en qualité. Est-ce que des dispositions sont prises pour que cette situation soit résolue le plus tôt? Merci, Monsieur le ministre. Voilà, merci à vous, Sidi Charles Saint-Pouré, pour toutes ces questions collectées auprès de nos auditeurs. Monsieur le ministre, alors, cette question de notre étudiant Ebié qui se demande un nombre assez élevé de producteurs dans le pays, et on recherche toujours l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Oui, mais c'est ça, je vous dis effectivement qu'il y a beaucoup de producteurs et ces producteurs-là font de la production, l'agriculture de subsistance. C'est-à-dire, c'est pour pouvoir vraiment arriver à subvenir à leurs besoins de nourriture. Aujourd'hui, le ministère, c'est ce que j'ai dit, le chef de l'État a donné des instructions pour que nous trouvions les modèles les plus adaptés pour permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et pour répondre à cela, nous avons mis ce qu'on appelle le modèle de développement agricole, modèle d'exploitation agricole performance et résiliente. Et cela nous a permis effectivement de pouvoir mettre en place un modèle qui produit 50 tonnes de céréales, 60 tonnes de légumes et 1 tonne de poissons. Et ce modèle, qui est à peine 23 millions, permet effectivement de booster la production. Et ce modèle, en le mettant à l'échelle de 100 000 producteurs, rapidement, nous avons l'autosuffisance alimentaire. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes. Deuxième décision, c'est l'initiative 1 million de tonnes de riz. Les gens ont dit, le chef de l'État a dit, je veux 1 million de tonnes de riz d'ici les 2 ans à venir.
Et les gens trouvent que nous sommes ambitieux. On a dit, il faut que nous soyons ambitieux. Et pour ce faire, nous sommes en train de travailler dans toutes les directions régionales pour identifier les bas-fonds, pour permettre de les labourer, pour donner les semences. C'est pourquoi toutes les semences au niveau des producteurs semenciers ont été rachetées. Parce que cette initiative, il faut qu'on arrive à inverser la tendance. Parce qu'au Burkina aujourd'hui, nous produisons 300 000 tonnes de riz paddy, 350 000 tonnes de riz grain. Ce qui veut dire que nous importons plus de 450 000 tonnes de riz qui viennent de l'extérieur. Donc il faut qu'on arrive à inverser cette tendance-là. C'est pourquoi l'objectif est de produire 1 million de tonnes de riz paddy. En décortiquant, nous sommes à 700 000 tonnes, donc ça permet de couvrir tous nos besoins. Donc c'est ça notre conviction, le travail qu'on est en train de faire pour pouvoir vraiment atteindre la sécurité alimentaire. Donc il faut, la sécurité alimentaire n'est pas l'atteindre, on ne peut l'atteindre que si nous travaillons sur la gestion de la fertilité des sols. On a ces problèmes. Nous travaillons sur la maîtrise totale de l'eau. Maîtrise totale de l'eau, c'est pouvoir avoir l'eau en toute saison, pour produire en toute saison, pour que notre production ne dépende pas de la saison des pluies. C'est pourquoi on a mis le nouveau modèle qui nous permet de pouvoir mettre les fourrages avec système solaire pour produire 3 fois dans l'année. Mais également qu'il y ait les grandes plaines, les aménagements puissent se faire pour nous permettre effectivement de pouvoir produire de façon continue. Donc c'est pour vous dire que ce sont ces actions fortes-là sur lesquelles qu'on est en train, que nous travaillons là-dessus pour inverser la tendance et atteindre la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Alors, une autre question de Yaya qui dit pourquoi ne pas diminuer le prix des produits agricoles comme l'engrais, les pesticides du pays. Alors, nous sommes en juin, cette préoccupation justement de Mathieu Vationneau qui soulève cette question des agents d'agriculture de votre département, bien entendu, qui n'ont pas encore reçu la dotation en carburant. Ils doivent faire le tour des champs pour sensibiliser les populations en matière de production. Non, je voudrais quand même qu'on rectifie parce que il faut reconnaître que nous sommes, depuis quelque temps avec le Covid, il n'y a pas eu vraiment des activités, on peut dire, sur le terrain. Il y a eu des ralentissements. Il y a eu vraiment le blocage au niveau des crédits budgétaires parce qu'on voulait réfléchir comment réorganiser les budgets pour prendre en compte cette situation de pandémie. Donc cela a permis quand même des retards. C'est normal parce que depuis un bout de temps, depuis mars qu'on est dans cette situation, ce qui fait que c'est un problème qui est là, mais qui est en train de se résoudre parce que nous sommes, les déblocages des crédits vont se faire et ce problème sera résolu. Mais à ce moment, tout le monde est confiné. Nous sommes confinés et tout, donc ce qui veut dire que on ne peut pas dire que quand même depuis 6 mois et tout ça, parce que depuis 6 mois quand même, il y a eu un ralentissement au niveau des activités sur le terrain. Mais c'est un travail qui est en train de se faire pour permettre vraiment aux gens de rentrer vraiment dans la campagne avec les moyens qu'il faut. C'est pour vous dire qu'au niveau du ministère, il y a eu la dénaturation au niveau du système national de vulgarisation et nous avons travaillé parce que nous avons près de 1600 agents sur le terrain. Et sur ces près de 1600 agents, aujourd'hui, on a pratiquement équipé tous les agents en motocyclette. Et chacun, normalement, recevait 30 000 francs de carburant pendant 6 mois. Mais on a prolongé jusqu'à 12 mois pour leur permettre de choses. Aujourd'hui, il y a pratiquement, nous avons un gap de 180 motos pour permettre à tous les agents d'avoir des motos. Mais le système national de vulgarisation a été dénaturé par le pass que vous connaissez. Et au fur et à mesure, on est en train de le reconstituer. C'est pour dire qu'il y a un travail qui est là et pour permettre aux agents vraiment de travailler dans de bonnes conditions sur le terrain. Alors, Paul Kagambega lui parle des chambres froides. Il s'étonne que par rapport au prix et qu'il n'y a pas d'autres chambres froides dans d'autres régions. Non, je voudrais dire que la chambre froide que nous avons inaugurée, ce n'est pas 100 millions. C'est 730 millions. C'est 730 millions de francs CFA, cette chambre froide qui permet de stocker plus de 1700 tonnes de produits de légumes. Donc c'est pour dire que, et par rapport à cette chambre froide, c'est un modèle, c'est un pilote. Et le chef de l'État a pris la décision
à ce que nous puissions mettre cette chambre froide, à ce modèle-là, dans toutes les régions. Donc on est en train de travailler pour que les années à venir, là, au niveau de chaque chambre, au niveau de chaque région, on puisse avoir de telles chambres froides pour permettre de résoudre les problèmes de pourriture, les problèmes de stockage des produits. Alors, cette aide alimentaire en matière de riz de notre, en tout cas, pays ami, et justement le Japon, qui se retrouve en train d'être vendu sur le terrain, est-ce que c'est le cas, monsieur le ministre? Oui, je vais vous dire que, par exemple, il y a des pays, par exemple, qui prennent, au lieu de donner l'argent en nature, ça, par exemple, quand on dit le KRR, par exemple, c'est le Japon, dans le cadre de la coopération, qui met à la disposition du Burkina Faso cette quantité de riz. Et au niveau de cette quantité de riz, on s'est entendu pour qu'une partie puisse être mise à la disposition comme aide alimentaire aux personnes vulnérables, mais le reste puisse être vendu, monétisé, pour avoir de l'argent, afin de permettre de faire des réalisations sur le terrain. C'est-à-dire que l'argent que les Japonais... Les Japon, par exemple, la coopération japonaise travaille, par exemple, dans le domaine agricole, sur l'agriculture. Ils construisent des écoles au Burkina Faso. Ils font beaucoup d'investissements. C'est cet argent-là qui est utilisé pour le faire. Parce que quand ils amènent le riz pour que... C'est une coopération qui a été signée entre notre coopération, le ministère des Affaires étrangères et celui du Japon, qui met à la disposition ces quantités. Et cette partie est vendue pour mettre dans les caisses du trésor. Et cet argent est utilisé pour construire des écoles, pour travailler dans le sésame, dans l'agriculture, dans plusieurs domaines. C'est leur contribution à eux. Oui, mais est-ce qu'en vendant, on ne se détourne pas, en tout cas, de l'objectif premier, justement, qui est de lutter contre la faim? Non. En fait, c'est au contraire. Si vous vendez, vous avez de l'argent, et on fait des investissements pour avoir la maîtrise totale de l'eau. Ça nous permet de produire de façon continuelle. Mais si on te donne le riz, vous consommez, et c'est fini. Mais moi, je pense que c'est une forme d'aide aussi qui est bien parce qu'en vendant, en investissant, faisant des investissements structurants, ça permet de produire de façon continue. Est-ce que la chose est perçue comme ça au niveau des populations parce qu'ils pensent que c'est à distribuer? Non. Mais je vous dis que c'est des accords de coopération entre le gouvernement du Japon et du Burkina Faso. Comme ça. Donc, c'est pas... Il y a une partie qui est destinée à la distribution, mais une partie qu'on monétise, qu'on transforme, qu'on vend pour avoir de l'argent, pour mettre dans les caisses de l'État, pour faire des investissements structurants, pour travailler dans le domaine de l'éducation et tout. C'est ça. D'accord. Alassane Lompo dit ceci, depuis des années, le bulletin de météo est présenté en français. Est-ce qu'il est donc, est-ce à dire que les paysans n'ont pas besoin de ces infos dans d'autres langues, telles que le moré et le douleur? Oui, bon, je pense qu'à ce niveau, même si le bulletin météo est présenté en français, c'est ce que j'ai dit que nous avons un certain nombre d'outils qui est là, qu'à partir des smartphones, ça permet vraiment de pouvoir savoir ce qu'on dit, par exemple, l'information. Nous avons le module 3.2.1 qui permet, par exemple, de pouvoir avoir accès à ces informations. Et nous sommes en train de travailler davantage pour pouvoir mettre cette information à la disposition des producteurs. Pour qu'un producteur qui prend ça, par exemple son téléphone, qu'il puisse avoir, d'ici 2 jours, il va avoir une pluie, pour qu'il se prépare en conséquence, pour pouvoir vraiment travailler dans son sens, pour voir quelles sont les activités qu'il peut mener. Donc tout ça, c'est un travail qui est vraiment en cours et qui va se faire. Alors, une autre question de Julien sur l'autosuffisance alimentaire, vous avez déjà parlé. Il parle plutôt d'autres, des tracteurs, des équipements, tels que des motopompes et du matériel qui est stocké depuis plusieurs années dans la Sierra du Sud-Ouest sans être mis sur le terrain pour permettre aux producteurs de produire en quantité. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non, c'est pour vous dire que s'il y a des motoculteurs ou bien des motopompes là-bas, c'est des motopompes à prix subventionné. C'est-à-dire que c'est payant. Ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui pouvoir distribuer des tracteurs ou des motopompes ou bien des motoculteurs aux producteurs. Il faut que les gens participent. Et aujourd'hui, la subvention est de 45%, qui permet à un motoculteur, pour mettre à leur disposition plus de 64 tracteurs.
pour leur permettre vraiment de travailler. Donc ça veut dire il faut qu'on aille vers la mécanisation. C'est pourquoi nous sommes en train de mettre en place ce que nous appelons les guichets uniques villageois d'offres de services agro-silvo pastoral. Pour leur permettre aux producteurs qui ont besoin d'un labour, qu'il y ait un tracteur dans une zone et qu'ils puissent avoir accès à ce labour-là pour lui permettre d'aller très très vite. Donc c'est pour dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire, qui est structuré. Et nous pensons que 2020 là, en tout cas, beaucoup de choses seront une bonne dynamique vraiment sur le leadership de notre chef de l'État. Oui, restons dans l'accompagnement, bien entendu, en tout cas de votre département aux producteurs. Mathieu Bationneau, notre auditeur Altenado, il trouve que vous mettez beaucoup d'argent justement dans la production cotonnière au détriment des cultures vivrières. Pourquoi cela? Non, c'est pour vous dire que le coton est le premier produit d'exportation au Burkina Faso, au niveau du domaine agricole. Ce qui fait que à ce niveau, il faut que quand même qu'on arrive à aider cette spéculation, à faire que nous puissions avoir des revenus, non seulement pour les producteurs, mais au niveau de l'État. Donc, et c'est pour vous dire que les subventions, comme on a dit, au niveau de l'engrais, comme au niveau des cotonnières, est subventionné, au niveau de l'engrais, comme au niveau des céréaliers. Mais cette année, c'est comme on l'a dit, on est en train de mettre davantage l'accent sur la production céréalière. C'est pourquoi on est en train de lancer les 1 million de tonnes de riz. On est en train de mettre en place le modèle agricole. Tout ça, c'est des investissements. Rien que si nous voulons atteindre les 100 000 producteurs, les 100 000 exploitations qu'on va mettre en place, à 23 millions par modèle, faites le calcul. C'est pour dire qu'il y a des investissements structurants qui vont se mettre pour permettre vraiment de produire de façon continue, de façon permanente, afin de nous permettre d'atteindre la sécurité alimentaire. C'est pour, je voudrais dire que autant qu'on est en train de mettre, bien sûr, l'argent au niveau du coton, parce que c'est le premier produit agricole d'exploitation, autant que le travail est en train de se faire au niveau de la production céréalière, et pour que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Alors, nous sommes à Waïguya, dans la région du Nord, et notre auditeur Rasmane Bari, il dit qu'il y a 2 grands barrages, justement dans la localité. Et qu'est-ce que vous promettez justement aux populations de Waïguya en termes d'accompagnement? Non, moi je ne peux pas dire que le Burkina est un tout. Oui. Par exemple, c'est pour dire qu'au niveau, à la région du Nord, il y a 13 régions. Non, lui, il veut savoir qu'est-ce qui se passe dans sa région. Oui, non, c'est ça que je voulais vous dire. Que vraiment, au niveau, c'est un tout. Et on a vraiment un plan d'investissement dans l'ensemble de toutes les régions pour pouvoir vraiment aider les producteurs. Si on prend l'exemple, par exemple, de la zone du Nord, sur le barrage Kanazoué, on a un gros programme qui va bientôt aménager 700 hectares. On a les financements, les études sont en cours pour nous permettre d'avoir 700 hectares d'aménagement par la maîtrise totale de l'eau au niveau du barrage Kanazoué. Aujourd'hui, il y a des petits retenues d'eau tout autour de la ville de Waïguya que nous sommes en train de réfectionner, qu'on est en train vraiment d'améliorer pour permettre vraiment aux gens de pouvoir avoir Mais ce travail est en train de faire partout. Le Burkina, c'est un tout et c'est des plans d'investissement et ce n'est pas typiquement dans une seule région ou dans une seule commune, mais on est en train de travailler de façon globale. Voilà, nous allons évoluer dans cette émission justement sur les défis liés à l'écoulement des produits. Le riz étuvé, c'est un riz local que les femmes ont passé à la vapeur qui fait sécher justement au soleil puis à l'ombre avant de les décortiquer, ce qui améliore ses qualités physiques et nutritionnelles. Dans la commune de Bagré, au centre-est, les femmes qui s'adonnent à cette activité se réunissent justement en union des femmes étuveuses de riz. Et malgré les difficultés liées à l'écoulement des produits et à l'obtention des microcrédits, cette activité permet aux femmes de s'épanouir et de participer au développement local. Mahamadi Ouetrago est allé à la rencontre de ces femmes. Voici son reportage. Décortiquer le riz local pour le rendre utile à la consommation, c'est le quotidien des femmes de l'Union des étuveuses de riz à Bagré. Le processus consiste à précuire le riz paddy, acheté auprès des riziculteurs pour améliorer ses qualités physiques et nutritionnelles. Lucienne Yamego est trésorière de cette union. Après le vannage, on a le trempage et le triage. Après ça,
On va mettre ça dans des paniers pour séparer l'eau du paddy. Mettre dans les barriques. On chope l'eau jusqu'à une certaine température. On enlève l'eau bouillante. On met dans le riz et on laisse ça. Le lendemain matin, vous revenez, on le sort encore et on passe à la vapeur. C'est ça qu'on appelle la précaution. Après ça maintenant, quand le riz s'ouvre, quand on va le grain, on enlève ça, on part étaler au soleil jusqu'à 2 ou 3 heures. On ramasse ça, on part mettre à l'ombre jusqu'au lendemain et on va décortiquer. Après le décortiquage, nous on fait le triage pour enlever les cailloux, les impuretés. Après c'est maintenant, c'est le conditionnement. Grâce à ses partenaires comme l'ONG Oxfam et le projet Bagré-Pôle, l'Union dispose d'un centre de tuvage de riz et des équipements nécessaires. On a fait des formations et ils ont construit les centres là pour les femmes. On a les fours, on a les marmites, on a les tamis, une décortiqueuse. C'est l'essentiel. Conditionné dans des sachets d'1 kg, de 5 kg ou dans des sacs de 25 et de 50 kg, le riz étuvé est vendu sur le marché local et auprès de quelques structures comme le ministère de l'Éducation nationale et la SONAGES. Mais le recouvrement reste l'une des contraintes majeures des femmes. Lucienne Yamouego. Avec le MENA, on peut vendre 2 ans ou 3 ans, tu ne peux pas avoir ton argent. Donc tout ça, ce sont des problèmes. Il y a des méventes. Puisque les gens même ne connaissent pas la valeur du riz étuvé. Donc si on arrivait à faire la promotion du riz étuvé, on pouvait dire que même le riz qui vient d'ailleurs ne peut pas empêcher les étuveuses de travailler. Les femmes notent aussi un besoin pressant de microcrédit pour renforcer leur fonds de roulement. Malgré tout, elles rassurent participer au développement local. Les femmes arrivent à s'épanouir. Celles qui marchaient peuvent s'acheter des vélos. Elles peuvent aider leur mari à payer les scolarités de leurs enfants, les habits. De femmes même, il y a d'autres même qui ont des parcelles. L'Union des étuveuses de riz de Bagré est créée en 2010. Elle regroupe 526 femmes issues de 21 groupements féminins. Voilà, élément signé donc Mahamadi Ouedraogo dans le centre Est burkinabé qui était justement avec l'association justement des producteurs du riz étuvé justement. Les producteurs, monsieur le ministre, n'arrivent pas parfois à écouler leurs produits. Qu'est-ce qui est fait par votre département en tandem avec le ministère du Commerce, votre homologue justement, pour accompagner ces derniers? Non, il faut dire qu'effectivement, il y a ce problème et nous sommes en train de travailler à le minimiser. D'abord, le problème à plusieurs niveaux. Vous voyez, il y a des producteurs qui produisent. Le riz, par exemple, le riz paddy. Il y a des transformateurs. Ils vont redonner à des transformateurs qui ont des marchés, qui vont transformer et qui vont revendre. Maintenant, le problème qui se pose, il faut qu'on arrive à mettre un mécanisme de financement, de crédit, qui permettent que, par exemple, un transformateur puisse avoir un fonds de roulement, un crédit à ce niveau. En rachetant le riz paddy, qu'automatiquement, il paie les producteurs. C'est ça qui manque. C'est-à-dire que il faut arriver que les gens ont des fonds de roulement, qu'ils puissent avoir des facilités de crédit au niveau des banques. Hein? C'est pourquoi la banque agricole est là, on est en train de créer le fonds de développement agricole pour permettre de faciliter ça. Et ces transformateurs-là, une fois qu'ils ont cet argent, ils vont racheter directement et donner l'argent aux producteurs, même aux étuveuses. Et nous, le travail complémentaire qu'on est en train de faire, c'est faire en sorte que tout ce qui est riz local là puisse faire l'objet des agents institutionnels. Les agents institutionnels, c'est quoi? Que ce soit la SONAGES, que ce soit l'armée, que ce soit les prisons, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les cantines scolaires. Mais au niveau des cantines scolaires, le problème qui se pose, et prenez par exemple, par an, c'est près de 18 milliards qui sont mis à la disposition du MENA pour l'achat par exemple, du riz, des céréales et tout. Mais à ce niveau, il y a des appels d'offres qui sont lancés. Quand on lance l'appel d'offres, il y a un certain nombre de conditions, des procédures. Tu dois avoir l'attestation de la caisse, tu dois avoir un numéro UFU, tu dois avoir telle chose. Il y a des coopératives n'ont pas ça. Ce sont au niveau des commerçants, des choses qui ont ça. Donc, ce qui fait que quand on lance ces marchés, c'est à ce niveau que les producteurs n'ont pas tous ces papiers. En ce moment, ils sont obligés de voir avec des commerçants, ils vont acheter, ou bien, d'ailleurs même le commerçant, moi j'ai mon business.
j'ai eu un marché. Je veux le plus possible avoir acheté quelque part à prix intéressant pour le vendre. Donc je peux prendre le riz chinois, mais pas prendre le riz local. Et nous, pour faire la promotion du riz local, nous avons discuté avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère du commerce. Ensemble, on s'est entendu pour voir dans quelle mesure on peut alléger les procédures pour que les contrats puissent se faire directement entre les coopératives et par exemple les communes. C'est une disposition qui permet ça. À ce moment, ça va permettre facilement d'écouler nos produits locaux au niveau du Burkina Faso. Donc c'est ce travail qui est en train de se faire. Aussi, nous sommes en train aussi de discuter avec le ministère du Commerce pour pouvoir mettre, par exemple, comme au niveau du coton ou au niveau de l'arachide, il y a des prix planchers, que nous discutons par exemple avoir par exemple un prix plancher par exemple au niveau du riz, et ensemble avec tous les acteurs. Ça va, et tout le monde sait qu'en cultivant, je sais que le riz, le prix plancher, c'est ça. Ça va vraiment booster tout ça. Donc il y a un travail de fond qui est en train de se faire, et c'est pourquoi nous sommes engagés dans l'initiative du président, 1 million de tonnes de riz, parce que toutes ces dispositions seront prises pour que ceux qui produisent, ceux qui transforment puissent transformer, et que la consommation puisse consommer et que nous puissions consommer au niveau local. D'ailleurs, il y a une disposition qui a été prise par le Premier ministre qui dit essentiellement toute manifestation ou toute chose, il faut vraiment que ce soit les produits locaux que nous puissions acheter et pour faire la promotion des produits locaux. Donc il y a un travail qui est là à ce niveau. Est-ce que aussi dans votre département, il y a une politique pour permettre aux producteurs d'écouler au niveau international? Oui, je peux dire que, nous, à notre niveau, il y a bien sûr une politique, mais vraiment en cohérence avec le ministère du Commerce. Parce que pour produire, il faut qu'il y ait les qualités répondent aux normes internationales. Il faut que les produits répondent aux normes internationales. À ce moment, l'écoulement est très facile. Et nous sommes au niveau du maillon production. Nous produisons en qualité. Si on dit qu'il faut produire bio, qu'on prenne les dispositions pour produire bio, si on doit produire telle spéculation, telle quantité qu'on puisse produire. C'est pourquoi d'ailleurs au niveau du ministère, nous avons mis en place ce que nous appelons l'agriculture contractuelle. C'est-à-dire que c'est une agriculture qui va permettre que dès que le producteur est en train de produire, a planifié sa production, qu'il puisse déjà signer un contrat avec un acheteur. Et sur voilà ma production, voilà la quantité que j'ai produit, voilà le prix que j'ai fait, et pour que ça puisse aller. C'est-à-dire que l'agriculture contractuelle va permettre que les producteurs puissent produire dans la sérénité, tout en sachant que le produit va être pris, et que ceux qui transforment puissent transformer, et ainsi de suite. Donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes engagés. C'est pour dire aussi que, afin de faciliter l'écoulement aussi, nous avons pris, il y a le système de warrantage. Le système de warrantage qui est là, qui va permettre que les producteurs puissent warranter leurs produits. Parce que dès que les producteurs produisent, ils se disent qu'ils ont besoin de l'argent pour pouvoir faire du commerce, ils ont besoin de l'argent pour l'école, pour la santé et tout. Donc ils sont obligés de brader leur production pour pouvoir avoir ces revenus. Donc avec le système de warrantage, tu vas warranter et ça te permet d'avoir de l'argent pour faire ton business. Et au lors de dénouement, c'est au bout de 6 mois, tu dénoues et tu peux vendre ton produit ou bien tu peux vraiment de reprendre pour consommer à un prix intéressant. Ça permet de vraiment de gérer la gestion des flux céréaliers, mais pouvoir créer des revenus. Ça permet aussi de vraiment discuter avec des acheteurs éventuels pour pouvoir vraiment écouler les produits. Donc c'est toutes ces dispositions qui sont prises par le ministère pour faciliter. Également pour ces écoulements, nous avons travaillé à mettre en place des comptoirs d'achat. Aujourd'hui nous sommes à 14, nous sommes en train encore avec des nouveaux programmes qui sont là pour nous permettre vraiment de quadriller, de mettre en place des comptoirs d'achat. Et ces comptoirs d'achat, ils seront virtuels ou bien physiques des bâtiments. Parce que c'est seul au Burkina qu'on voit qu'on va les produits en tas à la juger. Dans tous les pays que je me suis baladé, c'est au kilo. Donc il faut qu'on arrive à travailler à aller vers ce sens, pour que vraiment les producteurs puissent vivre de leur production. Oui, justement, il y a des grandes retenues d'eau justement, qui sont réalisées dans le pays. On a vu le grand barrage à Samandéni, il y a aussi le barrage de Bagré, entre autres. Et qu'est-ce qui est fait justement au niveau de ces sites pour accompagner les producteurs, monsieur le ministre, concrètement? Non, c'est pour vous dire que vraiment c'est une excellente question, parce que
dans la mobilisation de fonds, ça a été vraiment un succès en 2019 et ces programmes sont en train de se mettre en place. Prenez Samandini, il y a un aménagement de 1500 hectares qui est en train de se faire. Au niveau dans le cadre par exemple du nouveau programme que nous dit de la Banque mondiale, nous avons plus de 4400 hectares de financement pour la maîtrise totale de l'eau, qui va permettre vraiment des aménagements au niveau du Sourou, qui va permettre des aménagements au niveau de l'Emouroudougou. Et également, on a vraiment des aménagements, des financements par exemple, la BAD, qui va se faire au niveau de la plaine de la Déraba, de près de 1200 hectares, 2000 hectares au niveau de Sonokouri. C'est pour vous dire qu'on est arrivé à mobiliser des fonds pour permettre que ces aménagements-là puissent se faire. On a près de 7000 hectares d'aménagements qui vont se faire. Et cela va nous permettre vraiment la maîtrise totale de l'eau. Et c'est sur les grands barrages que cela va se faire. Nous avons mobilisé ces fonds en 2019. Et c'est près de plus de 300 milliards de francs CFA que nous avons mobilisés pour les 5 ans à venir là, pour les investissements. Donc ça veut dire que vraiment on est dans cette dynamique parce que tant que nous n'avons pas maîtrisé l'eau, nous n'allons pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est ce que j'ai dit, la maîtrise de l'eau est essentielle. Si nous arrivons à maîtriser l'eau, on va produire, sans tenir compte de la saison des pluies, on va produire 3 fois dans l'année et cela va contribuer à atteindre l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Et ça, c'est ça la vision du chef de l'État et nous sommes en train de le mettre en œuvre. Alors, monsieur le ministre, vous en parliez tantôt, la Banque agricole a été lancée pour accompagner les producteurs. Quel est justement son apport dans le processus de modernisation de l'agriculture? Oui, la Banque agricole a été vraiment un besoin, ça a été une expression de besoin du monde rural au chef de l'État, qui a pris la décision effectivement de créer cette banque. Cette banque a été créée effectivement, elle est en train de prendre ses marques, elle est en train de se déployer. Aujourd'hui, la banque est à 3 agences. Elle est en train de chercher des partenariats, comme avec la Sonapost, pour permettre de rapprocher, par exemple, les producteurs de la banque. Mais également, l'État est en train de travailler parce qu'il y aura bientôt un fonds de développement agricole, un guichet au niveau de cette banque agricole, spécifiquement, qui va se charger du financement des producteurs. Donc, c'est pour dire que cette banque-là va vraiment... les producteurs même sont au sein de ce conseil d'administration. Et les producteurs, vraiment, ils doivent porter leur voix. Et tout le monde, ensemble, nous allons nous mettre pour que cette banque-là puisse vraiment répondre aux besoins du monde rural. C'est pourquoi on est en train de mettre en place le fonds de développement agricole qui va contribuer à cela. Parce qu'on sait que les banques ont toujours été des banques commerciales, mais il faut qu'au-delà du commercial, il y ait vraiment des fenêtres qui permettent aux producteurs d'être financés. C'est pourquoi le code, il y a eu un code des investissements agro-silvopastoraux qui a été adopté et qui donne des facilités aux producteurs. Une fois que le producteur a sa carte de producteur, on sait que c'est un agriculteur. Ça lui permet, selon la loi qui a été votée, selon les décrets d'application qui ont été mis en place, de pouvoir se nantir. C'est-à-dire que j'ai une charrue, j'ai un vélo, j'ai mon champ, je nantis ça comme ma garantie pour aller vers la banque pour pouvoir avoir le financement pour investir dans mon champ. C'est ça surtout c'est tout ce travail-là qui est en train de se mettre en place. D'accord. Monsieur le ministre, nous nous acheminons tout doucement vers la fin de cette émission. Juste le temps de prendre donc la dernière vague de questions avec notre ami Semporé. Merci à vous, Zouanga. Monsieur le ministre, il y a encore quelques questions. Je commence par celle de Moussa Ouedraogo. C'est un producteur maraîcher à Corsimoro dans le centre-nord. Il dit que la campagne a été marquée par le Covid-19 et cela a causé des pertes importantes au niveau des producteurs maraîchers, si bien qu'il leur sera difficile pour certains d'entre eux de continuer l'activité. Est-ce que le ministère a prévu un soutien à ces producteurs pour leur permettre de redémarrer puisque certains ont tout perdu pratiquement? Ahmed Ouattara, il est à Bobo de Lasso. Il dit que les prévisions cette année en termes de récolte de céréales parlent de plus de 5 millions de tonnes, alors que le Covid-19, pendant le Covid-19, la répartition des intrants a pris un coup à cause du couvre-feu et de la quarantaine. Est-ce que vous êtes confiant quant à l'atteinte de cette prévision?
selon certaines informations, le Burkina Faso risque d'être confronté au criquet pèlerin. Quand on voit ce que ces ravageurs font dans des pays comme les médias, le Kenya par exemple, à travers les médias, est-ce que le Burkina est déjà préparé pour faire face au criquet pèlerin? Moustapha Compaoré, il est dans le centre-ouest. Alors, le président du Faso table sur 1 million de tonnes de riz, alors que les Burkinabés continuent de consommer en quantité le riz venu d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place au niveau de votre département pour encourager les Burkinabés à consommer ce riz produit sur place? Alors, l'usine de tomates de Lumbila n'est pas encore ouverte et cette ouverture était prévue pour... est-ce que, à quand cette ouverture, surtout quand les travaux sont aux arrêts depuis longtemps? Alors, Adama Ouedraogo, il est producteur de tomates à Waïguia. Il dit que le président du Faso leur avait promis une usine de transformation de tomates sur place, ce qui devait leur permettre de produire davantage et écouler facilement leurs produits. L'usine se fait toujours attendre. À quand cette usine-là? Et je termine par Armel Cabré, il est étudiant en géographie. Il dit que l'année dernière, il y a eu beaucoup de décès à cause des pesticides. Est-ce que cette année, il y a des dispositions qui sont prises pour limiter ces décès, surtout qu'une loi existe sur les pesticides? Merci, Monsieur le ministre. Merci à vous, Sylvie Charles Saint-Pouré. Justement, Monsieur le ministre, beaucoup de questions, mais vous en avez déjà reçu et répondu à plusieurs de ces questions, notamment justement les mesures prises pour faire face au Covid. La question de Ahmed Ouattara, le Covid est là. Donc, justement, que faire pour accompagner les producteurs concrètement? Non, c'est pour vous dire que nous avons travaillé à élaborer un plan de mitigation, par exemple, de l'impact du Covid. Et c'est à partir de ce travail-là que le chef de l'État a mis à la disposition du ministère de l'Agriculture l'enveloppe de 30 milliards de francs CFA, dont 10 milliards ont été débloqués rapidement pour nous permettre de pouvoir acquérir les intrants, les semences et de pouvoir préparer, par exemple, la riposte, par exemple, contre le criquet pèlerin et pouvoir aider les PDI par les labours et tout ça. Donc, c'est pour dire que ce travail est en train de se faire. Bien sûr qu'il y a des inquiétudes. Nous sommes en train de travailler parce qu'on a donné des instructions au directeur régional pour qu'ils échangent avec l'ensemble des producteurs pour voir quel a été le niveau de traite, comment on peut faire ensemble pour pouvoir vraiment répondre à cela. C'est pourquoi même ce travail-là, les 30 milliards vont permettre vraiment de pouvoir apporter des appuis ciblés en constatant effectivement qu'il y a eu vraiment des problèmes à ce niveau. Et cela permet vraiment de voir comment, par rapport à l'accès aux intrants, pendant les cultures de contre-saison qui vont commencer en octobre, comment on peut aider à ces producteurs-là à relancer leur production. Donc c'est pour dire que ce travail est en train de se faire et au fur et à mesure, on est en train de le déployer. Aujourd'hui, nous sommes à la campagne humide dans laquelle on a pris les dispositions et au fur et à mesure, nous sommes en train d'aller vers la suite. Monsieur le ministre, la question de secteur producteur sur à quand l'ouverture de l'usine de Lumbila, l'usine de tomates? Bon, l'usine, c'est pour dire l'usine de tomates, il y a des repreneurs qui se sont manifestés, qui sont là-dessus pour le prendre. Mais vous savez, avec cette situation vraiment du Covid, ça ralentit ça a créé une situation qui a ralenti vraiment la mise en œuvre de ce grand investissement. Nous avons reparlé encore avec le chef avec le Premier ministre lors du plan d'industrialisation au niveau du Burkina Faso et c'est toujours d'actualité. Donc ce qui veut dire que on attend vraiment d'ici là, avec ces levées de restrictions, il faut qu'on reparte vers cela. Mais ce que je voulais préciser, avec les 30 milliards que le chef de l'État a donné, nous avons pris la décision de pouvoir identifier un modèle de transformation au niveau de la tomate, de petites unités qui permettent à des coopératives de transformer et de pouvoir vraiment éviter les pertes. Et cela, nous allons lancer vraiment ces commandes-là pour une vingtaine, afin vraiment de mettre à l'échelle du niveau du pays, là où il y a les grandes productions, pour des petites transformations. Pour vraiment pallier déjà, en attendant que vraiment ces grandes unités puissent se mettre en place.
Alors, les Burkinabés ne consomment pas assez de riz local, et selon notre auditeur. Et qu'est-ce qui est fait justement pour encourager la consommation du riz local produit par les Burkinabés? Non, l'encouragement, c'est ce qu'on dit, parce qu'on veut que toute manifestation au niveau du Burkina Faso, qu'on puisse utiliser le riz local. Nous avons qu'au niveau des sensibilisations. À ce niveau, le ministère a mis ce qu'on appelle le centre des mets locaux. C'est comme un restaurant de grande capacité que le ministère a mis en place et qui a procédé par affermage. Et à ce moment, c'est pour que tout ce qui est mets locaux, les gens puissent venir déguster là-bas. Et que ce système-là va se mettre dans toutes les régions pour que cela puisse vraiment jouer un rôle de catalyseur. Mais nous sommes également en train de faire la promotion, les foires, les trucs pour que les gens puissent aller vers les produits locaux. Parce que pour monter leur valeur nutritive par rapport, par exemple, au riz extérieur, tout ça c'est un travail qui est en train de se faire pour nous permettre effectivement d'aller vers ça. C'est pourquoi même les achats institutionnels, on a dit il faut qu'on achète le riz local. Parce que les gens en consommant, ça va vraiment leur permettre de savoir que notre riz est bon. C'est pourquoi nous avons des plans de manutention au niveau de la direction générale de la promotion de l'économie rurale qui travaille là-dessus. On a une direction qui s'occupe spécifiquement de ça, qui travaille là-dessus et qui va nous permettre vraiment à ce que les gens puissent, que les femmes transformatrices, les gens puissent savoir qu'au niveau du Burkina, il y a la production locale et nous devons la consommer. Aujourd'hui, avec le Covid, on n'a pas le choix parce qu'aucun pays ne va produire pour donner l'autre. Ce qui veut dire que c'est pourquoi on a pris les discussions pour produire à l'interne, pour voir comment on produit suffisamment, même le riz, pour répondre aux besoins de la population. Donc on va la consommer. Et on est en train de discuter avec le ministre du Commerce pour qu'il y ait des dispositions qui soient prises pour permettre vraiment que la pénétration, que ce riz-là, on puisse avoir le focus par rapport aux autres. Donc c'est un travail qui est en train de se faire par rapport à tout ça. Monsieur le ministre, rapidement, nous sommes au terme du processus du PNDS. Alors, quels sont les acquis en matière agricole? C'est pour dire qu'au niveau du PNDS, on a un certain nombre d'acquis, de très 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 grands acquis qui sont là. Et on peut dire par exemple l'adoption du corps agro-silvo-pastoral, qui est vraiment un grand acquis qui a permis vraiment aux producteurs de pouvoir vraiment être reconnus comme producteurs et pouvoir vraiment bénéficier des avantages. Ça vraiment, c'est un acquis. Également, au niveau, c'est ce que je disais, au niveau des aménagements. Au niveau des aménagements, par la maîtrise totale de l'eau, nous sommes à plus de 130% de réalisation. Au niveau de l'aménagement des plafonds également, nous sommes à 18 500 hectares aménagés au niveau du Burkina. Également en termes de motorisation, de mécanisation, il y a plus de 1000 tracteurs qui ont été mis à la disposition des producteurs. Plus de 200 des motoculteurs. Donc, il y a vraiment un acquis. Il y a une dynamique qui est là. Et le chef de l'État a pris vraiment un certain nombre d'engagements qui sont en train de se réaliser. Par exemple, l'unité de production d'engrais au niveau de Coupéra, qui est vraiment, aujourd'hui, qui est vraiment un chantier qui est en train de se mettre en place. Il y a également, par rapport à l'unité de montage de tracteurs, qui a vraiment eu l'écho d'un particulier qui est en train de travailler avec le ministère dans ce sens. Il y a également la mise à disposition des intrants. Parce que aujourd'hui, avec toutes les difficultés, avec les problèmes qui se posent par rapport à la mise à disposition des intrants, il y a la CAIMA qui est en train de se mettre en place pour permettre qu'effectivement, ça soit une centrale d'achat comme la CAMEG qui permet vraiment qu'on centralise l'ensemble des commandes. Parce que l'État subventionne l'engrais au niveau des cotonculteurs, il subventionne au niveau des personnes vulnérables. Tout ça, cette centrale-là va nous permettre effectivement de pouvoir centraliser, de pouvoir avoir les intrants et les semences à temps pour nous permettre vraiment éviter vraiment tout le temps des discussions par rapport à ça. C'est pour dire qu'il y a un travail énorme qui a été fait
en matière agricole. Il y a eu des investissements qui ont été faits. Aujourd'hui, dans le domaine agricole, rien que 2019, sous le leadership du chef de l'État, nous avons pu mobiliser plus de 300 milliards de francs CFA pour réaliser des projets, de grands projets qui vont permettre d'aménager plus de 7000 hectares de terre, qui vont permettre de réaliser des micro-entreprises rurales de plus de 6000 micro-entreprises rurales au niveau agricole. C'est pour dire qu'il y a vraiment un impact certain qui est là. Il y a des pistes pour des dessertes où on a eu les financements pour permettre vraiment de faciliter les écoulements au niveau entre les zones d'écoulement et les villes. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment une série d'investissements qui sont là et le monde agricole est au devant pour le chef de l'État. C'est pourquoi d'ailleurs même on a institué le secrétariat permanent de la Journée nationale du paysan pour vraiment accompagner tout ça. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'aller vers la motorisation. Rien que cette année, il y a 170 tracteurs où il y a eu des facilités pour acquérir, pour permettre aux producteurs de pouvoir bénéficier de ça et d'aller vers une campagne appliquée. Ouais, beaucoup d'acquis. Monsieur le ministre, pour terminer, un mot à l'endroit du monde agricole qui nous écoute. Oui, je voudrais vraiment traduire toute mon admiration au monde agricole pour leur dire que nous sommes à leur côté, nous sommes à leur écoute. Nous voulons vraiment que nous puissions concerter entre nous. Nous avons des concertations avec leurs structures fêtières, comme la Confédération paysanne de Faso, qui nous apporte beaucoup, comme les chambres nationales d'agriculture, avec les demandements au niveau de la région, avec lesquels nous travaillons, avec les transformateurs, avec, je veux dire, avec les femmes. C'est pour dire que nous vraiment, nous les remercions, nous voulons qu'ensemble, nous puissions vraiment fédérer nos actions, nous puissions voir dans quelle mesure nous allons travailler pour atteindre les résultats qu'il faut. Je voudrais également dire à tous les agents sur le terrain que nous sommes fiers de ce qu'ils sont. Nous voulons qu'ils s'engagent davantage, qu'ils travaillent en symbiose avec les producteurs pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi que le chef de l'État nous a donné, l'autosuffisance alimentaire au niveau du Burkina Faso. Donc c'est pour vraiment vous remercier, vous de la presse, qui travaille jour et nuit pour montrer ce qui se passe sur le terrain, pour nous interpeller. Parce que là aussi, c'est intéressant parce que ça nous permet effectivement de pouvoir réagir, de pouvoir voir comment nous pouvons faire en sorte que tout ce qui est difficulté, nous puissions les relever, nous pouvons les contourner. Donc, merci à la presse, merci à vous pour vraiment le travail de qualité que vous faites. Je ne voudrais pas oublier, pour terminer, pour vraiment remercier toute la population du Burkina Faso et pour remercier tous les auditeurs et en particulier ma région, la région du Nord, que je n'ai pas oublié, pour que ensemble nous puissions vraiment constituer un tout, que tout le monde vraiment se mette derrière le chef de l'État pour que ensemble l'agriculture soit une priorité. Parce qu'aucun pays ne peut se développer vraiment dans le monde, on n'a pas vu, sans vraiment se baser sur l'agriculture. Et là, nous voulons que cela soit une réalité. Je voulais remercier les jeunes, le Conseil national des jeunes, parce que nous avons mis un modèle pour les jeunes, le modèle agricole performant et résilient qui se base sur les forages agricoles avec les plaques solaires. Nous voulons qu'ils prennent contact avec le ministère pour savoir, parce que un jeune qui est diplômé, un jeune qui n'est pas diplômé, une femme qui est diplômée, une femme, tout le monde peut venir vers ce modèle-là, parce que ce modèle, c'est l'avenir. Et cela, avec 23 millions, ça permet vraiment de vivre de cette agriculture, et c'est ça que nous voulons. Nous demandons vraiment tout le monde qu'on se fédère par rapport à ça et atteindre les résultats que le chef de l'État nous a fixés. Voilà, ensemble. Merci à vous, monsieur le ministre, ensemble pour le développement de l'agriculture. Les mots du ministre en charge de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles. C'est ici que l'on s'arrête pour cette émission Antenne Directe. Avec Salifou Draogo, nous avons pu échanger autour des enjeux de la campagne agricole, les défis, mais aussi l'avenir de l'agriculture burkinabé. Vous avez été nombreux à réagir à cette émission à travers les 4 coins du pays. Nous vous en remercions. Nous disons aussi merci au directeur régional de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles
qui nous a accueillis ici dans la cité de Nabakango et à tous vos collaborateurs, Monsieur le ministre. Merci. Merci à toute l'équipe technique de l'émission, Clément Consebo, Doussa Moussa, Joachim Zongo, Gilbert Woudreogo, à la coordination, Xavier Belamiégré, à la coordination générale, Aruna Sana, monsieur le directeur du Radio Burkina, à la présentation, Kari Zouanga. Voilà donc, c'est Baoula. Merci de votre fidélité. À la prochaine pour un autre numéro de votre émission Antenne. Excellente suite du programme sur les antennes de Radio Burkina. Mais tout de suite, monsieur le ministre sera à nouveau donc face à la presse, cette fois-ci en langue nationale avec nos confrères de la radio rurale. Excellente écoute à tous et à tous. Très bonne journée. Antenne directe, le rendez-vous.